Rebonjour ou bonjour à toutes et tous pour cette reprise à l'heure du café, il faut le dire, après le déjeuner. Ce n'est pas forcément l'heure la plus réjouissante de l'après-midi, mais avec Pâquerette, nous allons relever le défi de cette table ronde, un peu du haut, il faut le dire, sur la question du patrimoine, dont on sait qu'il est un enjeu très concret et très local pour des dizaines de milliers de collectivités, dont nous savons aussi que c'est un enjeu politique d'avenir. Nous sommes un des pays où à la fois le patrimoine est le plus vaste, où le lien aussi affectif entre les Français et leur patrimoine est essentiel, et en même temps, la politique du patrimoine pose 1000 questions, à la fois très pratico-concrètes, et en même temps à des enjeux politiques absolument essentiels. Et donc, pour en parler, car malheureusement, nous n'avons pas eu le loisir de pouvoir accueillir un maire comme c'était prévu sur la question du patrimoine, mais Pâquerette va à la fois se faire le porte-voix des élus avec lesquels elle travaille, et je te laisse tout de suite la parole pour te présenter. Bonjour à tous et toutes. Pardon, je parle un peu fort, mais ça va permettre de réveiller tout le monde à cette heure un peu digestive. Effectivement, désolée, je ne suis pas une élue, mais j'ai beaucoup de chance parce que je côtoie régulièrement des élus. Donc, je m'appelle Pâquerette de Motte-Ménard et je suis la directrice générale de l'association Acta Vista, dont je peux peut-être dire quelques mots rapides. Acta Vista, c'est une association qui a une vocation sociale au départ, dont l'objectif est d'accompagner des personnes en situation de vulnérabilité à retrouver le chemin de l'emploi. Et la particularité pour ça, c'est qu'on utilise comme support la restauration du patrimoine historique comme levier de remobilisation vers l'emploi, de reprise de confiance et de fierté. Et c'est avec ce support-là, magnifique, qu'on accompagne nos salariés en insertion à se rebâtir un avenir professionnel. Merci Pâquerette. Avant de te redonner la parole et de relancer la discussion, y a-t-il dans la salle des élus ou des professionnels du patrimoine? Non. Donc il va falloir vraiment se reposer sur toi et moi dans cet échange. Pâquerette, une première question. Qu'est-ce que te disent les élus, et notamment les maires avec lesquels tu travailles ou avec lesquels tu échanges? On voulait partir ici un peu d'une parole du bas, du souci très concret que les élus ont vis-à-vis du patrimoine, et notamment de leur entretien et de leur valorisation, et de la nécessaire aussi innovation en la matière. Entretenir un patrimoine, c'est aussi imaginer des destinations qui n'étaient pas prévues. C'est aussi parfois aborder sa destruction, qui est très souvent une question un peu taboue, mais qui se pose, qui s'est régulièrement posée dans l'histoire de France. On l'oublie un peu trop, mais le 19e siècle a été un siècle qui a beaucoup détruit de patrimoine français. L'histoire passée de la France est aussi une histoire de destruction du patrimoine et de réinvention. Ce sont un peu des histoires qu'on a un peu oubliées, et qui aujourd'hui sont presque tabous, très souvent. Donc toi, qu'est-ce que tu nous dirais aujourd'hui de ce que te disent justement les maires vis-à-vis de leur patrimoine? Alors, les maires nous disent qu'ils sont évidemment très attachés à leur patrimoine. On sait que c'est ce qui façonne les villes, les villages. C'est vrai que quand on pense à un village ou à même une moyenne ou grande ville, on pense souvent au patrimoine, qui est un élément central de ces territoires. Donc il y a un grand attachement des élus et des habitants à leur patrimoine. Donc ils sont tous très soucieux en fait de le préserver, de le restaurer, de le valoriser. Ce qu'ils nous partagent souvent, c'est ils peuvent se retrouver un peu écrasés par le poids de la tâche. Ne pas savoir par où commencer. Alors ça dépend évidemment des typologies de patrimoine dont on parle, parce que ça peut être d'un petit patrimoine vernaculaire qui est peut-être moins
complexes à restaurer, jusqu'à des petits villages qui se retrouvent avec des châteaux immenses qu'il faut restaurer. Et donc il y a la difficulté de parfois pas savoir par où commencer, pas toujours savoir comment prioriser les choses. L'ampleur aussi des démarches administratives à faire. En fait, on a notamment des maires de petites communes qui savent pas toujours, qui ont un magnifique monument historique au sein de leur village et qu'ils ne savent pas forcément par où commencer dans les démarches. En fait, c'est très complexe, ça prend beaucoup de temps, c'est très coûteux. Et donc il y a aussi ce besoin en fait d'accompagnement pour savoir par où commencer, comment faire les choses par étapes pour s'assurer de mettre en route le projet de la meilleure manière qui soit. Ça touche aussi aux vraies questions aujourd'hui. Le nerf de la guerre, c'est quand même la question des financements. C'est un des gros sujets que nous partagent les collectivités. Elles ont l'envie, elles ont le souhait, elles ont parfois des idées d'usage nouveaux, mais il faut trouver les financements pour le faire. On connaît l'état aujourd'hui des finances des collectivités territoriales qui ne laissent pas toujours le loisir, et notamment pour les petites communes, d'entreprendre des travaux de grosse ampleur. Et puis il y a la question effectivement de l'usage, c'est-à-dire que notamment pour des gros patrimoines, des vieilles friches industrielles, des châteaux, des forts militaires, s'il n'y a pas de projet derrière, un projet qui soit utile pour la commune, pour le territoire, c'est difficile d'entreprendre des travaux de restauration, c'est difficile de monter des demandes de subventions. Et donc il faut les communes ont besoin d'être accompagnées aussi pour définir ces nouveaux usages qui ne sont pas toujours faciles à déterminer dans des monuments historiques avec les contraintes qu'on connaît. C'est souvent pas des lieux qui ont été faits pour accueillir du public. Et donc il y a vraiment toute cette complexité autour de ce patrimoine qui rend la tâche des élus difficile. J'ai une question aussi. Une grande majorité du patrimoine, vous le savez, est un patrimoine religieux dans ce pays, où la question du rapport à la religion, du rapport à la laïcité est un vrai sujet à la fois d'identité et de débat. Comment tu perçois, toi, le rapport justement des élus par rapport au patrimoine religieux? Je dirais qu'il y a un attachement qui se fait à la limite que les personnes soient religieuses ou pas. Enfin, c'est-à-dire que la chapelle du village, c'est presque plus un lieu de vie qu'un lieu réellement porté par une dimension religieuse. C'est des lieux de rassemblement, c'est des lieux de rencontre. Les habitants, ils sont très attachés. Et les élus, du coup, de fait, ils sont très attachés. Donc, restaurer une chapelle, une église pour qu'elle reste sacralisée, c'est des choses auxquelles les élus sont attachés. Bon, et après, il y a la question de est-ce que c'est construit avant, après 1905. Mais, et parfois, il y a des projets de reconversion aussi d'églises désacralisées qui sont magnifiques et qui sont portés avec force par les élus aussi. Et avant de revenir sur le projet d'Acta Vista, mais c'est un point aussi essentiel, aujourd'hui, comment les élus avec lesquels tu travailles financent et cofinancent leurs travaux dans le cas où il y a un sujet de rénovation, tout simplement. Quelle est un petit peu la répartition et vous le savez, la France Engage est une fondation. La dimension philanthropique est essentielle aujourd'hui dans le financement du patrimoine, et vous connaissez, je pense pour beaucoup, la Fondation du patrimoine, la création du loto du patrimoine lancée récemment. Comment les maires se débrouillent aujourd'hui? Tu as parlé du millefeuille administratif, des difficultés administratives. Comment ils se débrouillent et parfois avec quelle ingéniosité ont-ils par rapport à cela? Alors ça peut se révéler effectivement être un peu un casse-tête pour les élus, mais effectivement on a des élus qui mettent beaucoup d'énergie et leur service pour réussir à trouver des financements et boucler le plan de financement pour la réhabilitation de leur patrimoine. Alors évidemment ça dépend déjà, si c'est du patrimoine inscrit ou classé, l'État et les directions régionales des affaires culturelles peuvent financer un pourcentage de l'assiette des travaux. Et parfois, les élus ne savent pas, d'ailleurs. Enfin, c'est pas en réalité une forme de systématisme. À partir du moment où vous avez un monument inscrit ou classé, eh bien, la DRAC
peut vous accompagner à hauteur d'un certain pourcentage. Et ça, parfois, les élus ne le savent pas. Après, il y a la mobilisation des collectivités territoriales, les conseils départementaux dont la compétence patrimoine qui portent la compétence patrimoine peuvent aussi accompagner des opérations de restauration de patrimoine. Alors après, ça dépend un peu des territoires. Nous, par exemple, sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le conseil départemental finance beaucoup la restauration de chapelles, notamment de patrimoine religieux, mais pas que. Les régions peuvent aussi apporter, donc là on est toujours un peu sur ce millefeuille. Les régions parfois mettent en place ce qu'on appelle un peu la chaîne patrimoniale et peuvent elles aussi participer au financement. Donc ça c'est plus pour la partie un peu ils essaient de cartographier, d'identifier toutes les subventions publiques qui peuvent être levées pour participer au financement du projet. Et puis après, effectivement, il y a les leviers type Fondation du patrimoine, qui fait un travail formidable sur les territoires. Et je pense qu'il commence à vraiment avoir bien maillé l'ensemble des territoires avec les bénévoles de la Fondation du patrimoine, qui permettent aux collectivités de mener des campagnes de collecte auprès des populations et des entreprises implantées localement. Ça peut marcher extrêmement bien, notamment plutôt dans les territoires de petites communes, parce que les gens sont très attachés à leur patrimoine, c'est quelque chose qui côtoie en proximité. Et donc il y a parfois des résultats de collecte absolument phénoménaux menés par la Fondation du patrimoine. Et puis il y a effectivement de plus en plus de collectivités qui commencent à se tourner vers la levée de mécénat en direct, en allant chercher déjà les entreprises qui sont implantées sur le territoire, ou même en allant plus loin. Et puis il y a de plus en plus de villes de moyenne grosse taille qui commencent à se doter de fonds de dotation pour pouvoir un peu systématiser cette collecte de mécénat fléchée sur la restauration de patrimoine ou sur d'autres projets d'ailleurs. Alors, l'idée ici, c'est de se dire que justement le patrimoine ne se résume pas à entretenir un patrimoine ou simplement à le valoriser selon les enjeux assez classiques qui sont ceux notamment du tourisme ou de l'animation culturelle également. Qu'est-ce que toi tu vois comme usage un peu nouveau ou en tout cas comme manière un peu nouvelle d'aborder la rénovation du patrimoine? Ton regard, cette fois-ci on glisse peu à peu vers l'innovation sociale. Qu'est-ce que tu vois d'innovant aujourd'hui dans les manières d'entretenir dans la politique patrimoniale des collectivités? Alors je dirais que déjà ça dépend un peu de quel patrimoine on parle, parce évidemment le patrimoine français est très divers. Il y a effectivement déjà le petit patrimoine vernaculaire que j'évoquais tout à l'heure, les moulins, les ponts, les fontaines, où là il n'y a pas tellement de nouveaux usages, mais c'est plus quelque part comment préserver cette mémoire, cette trace de l'histoire, qui sont en plus souvent du patrimoine qui a beaucoup créé de liens sociaux. Enfin, je pense par exemple au lavoir, c'était des endroits où on se retrouvait. Les moulins, c'est pareil. Enfin, il y a presque, je dirais là, un espèce de devoir moral d'aller préserver ce patrimoine-là. Mais voilà, pour ce que c'est, pour sa dimension mémorielle, historique, etc. Après, il y a toute la question un peu du patrimoine habitable, historique habitable. Alors là, c'est encore un autre sujet parce qu'il y a toute la question de comment on réhabilite pour allier confort moderne et en même temps préserver la partie historique, comment on arrive à adapter les questions de diagnostic RGE, etc. Ça, c'est encore presque un autre projet, mais c'est vrai que c'est une grosse partie aussi du patrimoine français. Et puis il y a tous ces gros objets patrimoniaux que sont ce que je pouvais citer tout à l'heure, des châteaux, des anciennes casernes militaires. Enfin, il y a vraiment un panel de patrimoine qui ne peut plus garder aujourd'hui son usage historique. Et ça pose effectivement la question de pourquoi le restaurer, comment le faire, dans quel but. Est-ce qu'il faut restaurer pour restaurer? Peut-être tu parlais de la question de la démolition tout à l'heure, ou de l'abandon aussi. Parfois on peut imaginer laisser à la nature du patrimoine historique, c'est souvent des éléments naturels, de la pierre, de la chaux. On peut aussi faire le choix de le laisser parce qu'il n'y a plus l'usage, parce qu'il n'y a pas l'accès, mais effectivement je pense que la clé aujourd'hui c'est de
de penser le patrimoine pas que comme un témoin du passé, mais aussi comme quelque chose qui est vivant et qui participe à l'avenir. Et ce qu'on perçoit un peu de la réussite des projets patrimoniaux, c'est de faire de ce patrimoine quelque chose de vivant, quelque chose au service d'autre chose d'ailleurs que l'embellissement et l'attractivité touristique. Et donc nous, on est évidemment des fervents défenseurs de ça, mais ça peut être un objet de lien social. Alors je pourrais en reparler pour Actavista, mais je pense aussi à d'autres associations comme Rempart, comme toutes ces associations qui portent des chantiers de bénévoles. La restauration de patrimoine peut être un levier de création de liens sociaux, même d'ailleurs entre pays. Ça peut être un levier aussi de transmission. On sait que les métiers manuels sont un peu à la peine aujourd'hui. Or, les métiers de la restauration du patrimoine déjà sont un peu en perte de vitesse. Certaines techniques sont en voie de disparition. Mais ça remet aussi au goût du jour la noblesse du travail par le geste, de la taille de pierre. Enfin, ça peut être le levier de cette levier de transmission, un levier de transmission très fort. Et puis, ça peut être évidemment un levier culturel, touristique, très fort sur les territoires. Donc je pense qu'il y a vraiment cette... faire du patrimoine quelque chose d'autre, un véritable levier pluriel pour les territoires sur lesquels il est. Et donc, l'innovation, elle n'est pas uniquement dans l'usage futur du bâtiment restauré, elle est aussi dans l'ingénierie de la restauration. Et donc, c'est là où toi, tu apportes toute la spécificité d'Actavista. C'est que le chantier lui-même de la restauration est déjà un moment politique. Il peut servir à autre chose qu'à simplement restaurer le bâtiment. Oui, c'est tout à fait l'objet de notre association. En fait, c'est d'utiliser effectivement la restauration du patrimoine historique comme prétexte pour aider des hommes et des femmes en situation de vulnérabilité, qui ont des grosses difficultés d'accès à l'emploi ou d'accès à une formation, à se remettre un pied à l'étrier, en fait, tout simplement, à retrouver du sens à ce qu'ils font, à recréer du lien aussi. Les personnes qui nous rejoignent, donc entre 18 et 65 ans, peuvent n'avoir jamais travaillé, peuvent avoir eu des gros accidents de la vie. On a aussi des personnes qui viennent après des parcours migratoires, donc qui ont vécu des choses souvent très complexes dans leur vie personnelle. Ils retrouvent un cadre, ils retrouvent une équipe, des gens avec qui se connecter. Et puis un rythme de travail en fait, parce que le projet est beau, mais la tâche est dure. Nos salariés en insertion, même s'ils n'ont jamais travaillé dans le bâtiment, ils vont arriver le premier jour, il faut qu'ils soient à 6h45 sur le chantier, et hop, c'est parti. Donc on a la chance d'avoir des équipes qui sont assez extraordinaires, beaucoup de compagnons du devoir avec qui on travaille et qui ont vraiment cette tâche de faire grandir chacun en fonction de là où il part et là où on peut l'amener. Mais avec à la fois bienveillance, mais aussi beaucoup d'exigence, parce qu'on n'intervient pas sur n'importe quel patrimoine, on intervient sur du patrimoine inscrit, classé, sur lequel on se doit d'avoir une qualité de restauration optimale. Et donc il y a tout ce projet qui se déploie au profit de personnes en situation de fragilité. Alors tu vas pouvoir nous citer des nombreux chantiers sur lesquels Actavista est intervenu. Notamment pour celles et ceux qui connaissent un tout petit peu le paysage marseillais et qui est le siège d'Actavista, le fort Saint-Nicolas qui ferme le vieux port à Marseille dans sa partie sud, est à la fois le lieu totémique d'Actavista, là où tout le monde travaille et là où vous êtes aussi en chantier. Si demain je suis un élu qui a un chantier de restauration de patrimoine, concrètement, comment ça se passe ? S'ils souhaitent faire cela avec Actavista, comment se passent les liens entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, et puis après concrètement c'est quoi une équipe Actavista, concrètement quelle est la mixité entre ces professionnels du bâtiment, sur quel métier vous intervenez, comment aussi sont accompagnés à la fois professionnellement mais aussi j'imagine socialement celles et ceux qui viennent retrouver du lien social avec vous. Alors déjà, comment ça se passe ? Souvent, on rencontre en fait les élus quand même en amont. Ils vont découvrir le projet, on va leur expliquer quelle est notre philosophie, comment on fonctionne.
souvent, ils viennent visiter nos chantiers. Aujourd'hui, on a des chantiers, on a un chantier en Centre-Val de Loire, on est présent en PACA et en Occitanie. Et globalement, comment ça se passe? Ça se passe en fait de manière assez simple. Un peu, je dirais, c'est pas si différent qu'une opération de travaux classique dans la mise en œuvre. La seule différence, c'est qu'effectivement, c'est pas la même proposition. C'est-à-dire que nous, au-delà du fait qu'on réalise des travaux, ce qu'on propose, c'est de recruter des personnes sur le territoire en situation de vulnérabilité, qu'on va accompagner, qu'on va former. On permet de créer de l'emploi sur le territoire, de maintenir les savoir-faire. Et puis, il y a une espèce de dynamique qui se crée aussi avec la réappropriation un peu, quelque part, de son patrimoine par les habitants, et notamment les plus fragiles. Et globalement, ça se passe souvent par le biais de marchés de travaux réservés à une structure d'insertion. Donc, c'est vraiment des dispositifs de marché qui sont prévus par la loi et sur lesquels auxquels on va répondre comme pourraient le répondre d'autres structures qui font de l'insertion et qui ont cette capacité à intervenir sur des monuments historiques. Et après, on intervient quasiment de la même manière que ferait une entreprise, ce qui signifie qu'avant, il y a quand même en général eu les diagnostics et tous les avant-projets sommaires, définitifs, etc., faits par la maîtrise d'œuvre en direct, piloté par la maîtrise d'ouvrage, parce que nous, on ne fait pas les deux, on n'est pas jugé parti. Et on intervient après, une fois que les travaux sont prêts à être lancés, sur les consignes de l'architecte, souvent des architectes du patrimoine, quand on intervient sur du patrimoine classé. Et puis après, on est comme une entreprise, c'est-à-dire qu'on s'engage sur des délais qui vont être un peu plus longs que des entreprises classiques, puisqu'on a le temps de formation. En fait, puis je vais parler après du format des équipes, mais donc c'est un peu plus long, mais on sait s'engager sur des délais et les tenir. En tout cas, on essaye toujours et on y arrive le plus souvent. Donc ça se fait à peu près de cette manière-là. Et après, sur le type de format qu'on développe, le plus souvent, en fait, ce sont des équipes de 12 salariés en insertion qui sont encadrés par un chef de chantier et un formateur. Parce que la formation, en gros, les salariés d'insertion sont une semaine à 35 heures sur le chantier et une semaine avec leurs accompagnateurs socioprofessionnels et du temps de formation sur des plateaux pédagogiques aménagés sur les sites sur lesquels on intervient. Donc ça, c'est leurs deux référents, je dirais, vraiment techniques. Et puis, ils sont recrutés et accompagnés par ce qu'on appelle chez nous des chefs de projet, qui sont un peu des équivalents de chargés d'insertion professionnelle, qui vont travailler en amont avec les services de l'emploi, France Travail, les missions locales, les associations, les centres d'accueil de demandeurs d'asile, pour faire connaître le dispositif et pouvoir l'ouvrir à des personnes qui seraient intéressées et motivées. Et puis qui, en aval, travaillent beaucoup avec les entreprises du territoire pour pouvoir identifier quels sont les besoins de recrutement, pour pouvoir faciliter des passerelles emploi à la sortie du chantier, sachant qu'en fait, ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est qu'on forme des gens à la maçonnerie du bâti ancien, ou à la charpente couverture, ou à la métallerie, ou à la menuiserie. Mais ensuite, on les accompagne, quel que soit leur projet professionnel, qui peut être dans le secteur du bâtiment ou dans tout autre secteur d'activité. C'est vraiment un tremplin vers l'emploi. Alors parfois, on nous dit, mais c'est quand même bizarre, vous les formez pendant 1 an à la maçonnerie du bâti ancien, vous leur faites passer un titre professionnel, et après, il y en a qui veulent partir dans le service à la personne, dans l'hôtellerie, la restauration. À quoi ça sert de la faire passer? En fait, on a 80% des personnes qui rejoignent nos chantiers n'ont aucun diplôme, pas même le brevet des collèges. Et en fait, le fait d'aller au bout du passage d'un titre professionnel, d'avoir un diplôme à mettre sur son CV, même si ce n'est pas dans le secteur d'activité vers lequel il s'oriente, en termes de confiance et de fierté, ça joue un rôle assez déterminant. Et même vis-à-vis d'un employeur qui ne travaille pas dans le bâtiment, mais de se dire que cette personne-là était en capacité pendant 1 an de se mobiliser sur un chantier, c'est dur, c'est pas évident. Et en plus d'aller jusqu'à mobiliser ses compétences et ses capacités pour passer un titre, c'est rassurant sur sa capacité à s'engager dans un parcours, à se former. Et donc c'est un bon levier aussi pour nos salariés pour retrouver un emploi derrière. Une dernière question avant de passer aux questions de la salle. Y a-t-il des liens et quels liens se nouent avec la population de la commune où vous intervenez? Et d'abord, quelle communication est faite? J'imagine que c'est aussi quelque chose que vous recherchez, outre le fait d'identifier dans le bassin d'emploi des personnes susceptibles d'intégrer le chantier d'insertion.
Voilà, qu'est-ce qui est mis en place pour créer du lien social au-delà de celles et ceux qui sont en difficulté? C'est un point très important pour nous, effectivement. Notre démarche, c'est vraiment une démarche de territoire. C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec des salariés qu'on prendrait à Marseille. On essaye déjà de recruter même les équipes de permanents sur le territoire et les salariés d'insertion sur le territoire. Et effectivement, quand on déploie un chantier, on a à cœur de pouvoir faire connaître le dispositif, rencontrer les voisins, les habitants, pour faire connaître le projet et expliquer la démarche. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Selon les endroits où on intervient, c'est vrai que nous, nos équipes, elles sont assez bigarrées. On a des gens qui viennent un peu de tous horizons. On a sur nos chantiers, nos plus gros chantiers à Marseille, on a 42 nationalités différentes qui sont représentées. Donc c'est à la fois une richesse extraordinaire, mais parfois ça peut faire un peu peur. Et donc on a eu un vrai travail parfois à faire de rencontres, d'explications. En fait, ça se passe par l'échange, montrer ce qu'on fait. On fait visiter le chantier. En fait, on leur dit venez voir, regardez, nos salariés, ils participent à embellir votre territoire. On provoque en fait des moments conviviaux par une petite inauguration, un petit café avec les voisins, etc. Et en fait, on se rend compte que passer parfois la réaction d'un peu d'inquiétude, la rencontre suffit à faire sauter cette peur et au contraire créer parfois des histoires assez chouettes entre voisins, quartiers et équipes de salariés en insertion. Donc restaurer son patrimoine et réconcilier les Français avec l'immigration, c'est un vaste programme, et c'est un peu ce que tu viens de dire. On a le temps d'une ou deux questions que nous prendrons avec grand plaisir. Monsieur. Denis Charbonnier, ex-conseiller municipal à la ville d'Amboise, au château d'Amboise. Voilà. Donc tout ce que vous me dites, ça nous parle beaucoup avec ce qui nous est arrivé il y a quelques mois, puisqu'on a un mur qui s'est effondré, on a eu les hélicoptères qui sont venus nous mettre des pieux très profondément dans la terre. Et ce qui me parle beaucoup, c'est votre action sociale, parce qu'on a des quartiers prioritaires à Amboise, même si on n'est pas logé à la même enseigne que des grandes villes, mais c'est quand même très important. Donc si on revient aux élections prochaines, puisqu'on a une liste pour revenir l'année prochaine, je m'occuperai justement d'insertion des jeunes, et ça me parle beaucoup ce que vous me dites, et je penserai à votre association. Et vous disiez tout à l'heure que donc nous, il y a le Clos Lucé, la pagode de Chanteloup, le château d'Amboise et le château Gaillard. Donc là, c'est vraiment une très, très belle ville. Moi, je suis parisien et ça fait 15 ans que j'habite Amboise. Et quand j'y retourne, je suis très, très bien. Il fait très bon vivre. Donc c'est vrai que le patrimoine, il faut le préserver, il faut le restaurer. Et votre dialogue m'a beaucoup plu. Donc on pensera à vous si jamais à Amboise et si on est réélu, à vous faire venir avec vos équipes et être en lien avec, évidemment, pour l'insertion des jeunes sur Amboise, qui est un gros souci. Génial, très volontiers. On sera ravis de vous accueillir si vous avez l'occasion de passer. Alors, on a un chantier au domaine national de Chambord sur la restauration du mur d'enceinte, mais si vous avez l'occasion d'y passer, on sera ravis. Enfin, les équipes sur place pourront très volontiers. On vous entend pas, ouais. Allô ? Oui. Je vais à la Villandry, Chenonceau est à 2 pas, Chambord aussi. Donc c'était Chambord, c'était ce que je voulais vous demander, vous. Et donc ce chantier-là est à quelle échéance ? Ça fait depuis le 2020 qu'on intervient là-bas. On intervient encore au moins pour 1 an et on espère que ça perdure. Il y a 36 km de murs d'enceinte à restaurer. On en a fait 3 petits. Et puis il y aura probablement des projets de restauration d'autres édifices patrimoniaux au sein du domaine. Mais on a une personne notamment sur place qui est en charge aussi de développer d'autres opportunités, d'autres projets. Et puis si jamais vous avez l'occasion de passer à Marseille, nous en fait le siège d'Actavista est à Marseille au Fort Saint-Nicolas. Ça sera un grand plaisir. Vraiment, vous y êtes bienvenus. Tout à fait. Mais nous aussi, c'était un mur d'enceinte qui s'était écoulé. Et on a refait très récemment la chapelle Saint-Hubert. Et c'est une fondation. J'ai écouté là, c'est une fondation. Et les aides de l'État aussi.
Voilà, merci. Merci. Une deuxième question. Donc, un marché de gagné dans le Loir-et-Cher. Bonjour, merci pour votre Et un château présentation très royal. claire. Moi, j'ai une question concernant le fait que vous avez parlé de patrimoine inscrit et de patrimoine vernaculaire. Et qu'en est-il de la différenciation entre côté privé et côté public du patrimoine, qui me semble assez compliqué à gérer? Et dernier point, le financement d'Actavista. Très bonne question sur public-privé. Effectivement, nous, on intervient essentiellement aujourd'hui sur des édifices qui appartiennent à des collectivités territoriales, parce que notre dispositif, ce sont des dispositifs d'ateliers chantiers d'insertion qui sont agrémentés par l'État, et notamment par le ministère du Travail, et qu'aujourd'hui, il y a une espèce de jurisprudence un peu informelle, si je puis dire, notamment nous, dans les régions dans lesquelles on intervient, qui refusent qu'on déploie des chantiers d'insertion pour la restauration de patrimoine, parce que ça se fait par ailleurs, par exemple dans les espaces verts sur des privés, chez des particuliers. Donc c'est un peu une difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, effectivement. Ça c'est un peu pour répondre à votre première question, et heureusement il y a des dispositifs, notamment via la Fondation du patrimoine, qui commencent à beaucoup ouvrir leur soutien et leur financement sur des édifices qui appartiennent à des particuliers. Après, il y a d'autres associations, il y a la demeure historique, enfin il y a pas mal d'associations qui se mobilisent justement spécifiquement pour accompagner des propriétaires privés qui sont parfois un peu les parents pauvres de l'histoire, hein, parce qu'ils ont souvent moins d'accès à des aides pour restaurer leur patrimoine. Et après, pour la question du financement, en gros, on a à peu près 40% du financement d'Actavista qui est couvert par l'État et les collectivités territoriales. Donc essentiellement ministère du Travail, conseils départementaux pour leur... vraiment, ces financements-là, ils sont très afférents à la dynamique d'insertion. Et puis après, les 60 autres pourcents sont divisés en 3 à peu près. Un tiers qui est de la vente de chantier, c'est-à-dire que quand on va déployer un chantier, on va le chiffrer à l'équilibre et on va faire prendre en charge au propriétaire du site le coût du chantier, déduction faite des subventions acquises. On a un tiers qui est en train de s'amenuiser complètement, qui sont des fonds de formation qu'on récupère parce qu'on a un dispositif. En fait, on a créé un organisme de formation pour opérer toute la partie formation sur nos chantiers. Ça nous permet de récupérer des fonds auprès des OPCO. Et le dernier tiers qui est en train de s'élargir de plus en plus, c'est du mécénat d'entreprise. Et voilà, on a la chance notamment d'être accompagné par la France s'engage depuis de nombreuses années, et ça fait partie vraiment des relais de financement. Alors, on a un peu de fonds européens aussi, mais les subventions publiques ont évidemment tendance à baisser et le mécénat est toujours plus élevé à aller chercher. Merci. Pâquerette. Pâquerette va rester. Il faut qu'on passe, je crois, à la table ronde suivante. Un château, ça se chauffe, ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, la question énergétique est aussi celle de l'entretien du patrimoine. Nous allons en discuter tout de suite. Merci à tout le monde.